commence un nouveau chapitre, le chapitre 2, qui traite les architectures et les modèles des systèmes répartis. C'est-à-dire, en général, dans ce chapitre, on va étudier et présenter ensemble les différentes architectures et les modèles des systèmes répartis, en général les architectures. Pourquoi ces architectures? Parce que quand vous développez une application réseau, il faut d'abord, quand vous faites la conception de votre application, avant de développer l'application, avant d'entamer la partie, c'est-à-dire le développement de cette application ou bien de ce système, on parle du système, voilà, quelque chose qui est plus grand qu'une application. Il faut d'abord faire une conception et choisir l'architecture que vous allez, c'est-à-dire utiliser, utiliser au début, c'est-à-dire lors du développement de votre système. Parce que, selon l'architecture, vous allez développer peut-être plusieurs parties, de votre système. Voilà, en général, donc on va voir les différentes applications possibles qu'on peut utiliser. Voilà, en général, une application est répartie en couches. En général, en 3 couches fonctionnelles, ce qu'on appelle les couches fonctionnelles d'une application répartie. Voilà, et toute application est répartie, hein, sur plusieurs couches qui sont les 3 couches présentées ici. La couche présentation, la couche, traitement métier ou bien couche service métier et couche persistance, hein, persistance. D'accord? Les 3, regardez comment répartir d'abord l'application, indépendamment à l'architecture. C'est-à-dire, l'architecture, si vous voulez, physique du réseau, hein, c'est indépendamment de cela. Mmh. Voilà. Quand on sépare l'application sur les 3 couches, après c'est selon l'architecture physique utilisée, soit on regroupe, hein, je vous dis, c'est-à-dire d'une manière générale, soit on regroupe les 3 parties de l'application sur le même, entité, soit sur plusieurs entités séparées. Et quand on parle du réseau, généralement sur plusieurs entités séparées. Voilà. On commence par la première couche. On verra après le détail de chaque couche. Dans ce diapo, je vous donne uniquement, c'est-à-dire une petite description de chaque niveau. C'est juste pour bien comprendre. Donc, pour la présentation, généralement, la présentation représente la partie client. La partie client, c'est-à-dire, si vous voulez, l'interface utilisée par l'utilisateur. C'est-à-dire, l'utilisateur utilise un système, une application. Moi, j'ai une machine, je veux utiliser le système que vous avez développé, l'application que vous avez développée. Donc, je dois avoir au moins donc, une interface pour dialoguer avec cette application, pour utiliser l'application, pour bénéficier, c'est-à-dire pour bénéficier du service offert par, par ce système. Service métier, deuxième couche, hein, deuxième couche, donc on peut le diviser en 2 grandes familles, locaux et globaux. Locaux généralement, c'est-à-dire permet, c'est-à-dire, reçoit les requêtes de l'utilisateur, traitement des requêtes utilisateurs, et cetera. Gestion métier, globaux, ce qu'on appelle gestion métier, c'est-à-dire les contrôles effectués par l'application, hein. Les contrôles effectués par l'application, c'est-à-dire, peut-être, tout le monde utilise une interface, mais derrière l'interface, il y a une autre couche, voilà, qui filtre les utilisateurs, qui filtre l'utilisateur selon peut-être leur droit d'accès. Voilà, selon leur droit d'accès. Un accède au contrôle total et peut avoir toutes c'est-à-dire les données, toutes les informations, et un autre non. Voilà, selon donc la catégorie de l'utilisateur.
Et donc, généralement, le- la partie, c'est-à-dire logique présentation et la partie logique métier, représente le noyau de l'application. Hein. Quand on dit logique présentation, c'est-à-dire comment présenter les services et dialoguer avec l'utilisateur. Et comment traiter les requêtes envoyées par l'utilisateur. Les requêtes, c'est-à-dire pas forcément une requête, c'est-à-dire directement une question. C'est simplement un clic sur un lien. Si l'interface, par exemple, offre cette possibilité, un bouton, par exemple, un lien, etc. Dès qu'on clique par la souris sur un bouton ou bien sur un lien, c'est-à-dire une requête générée par l'utilisateur. Et donc, l'application doit traiter cette action. Voilà, et bien, et à la fin, c'est-à-dire envoyer le résultat à l'utilisateur. Donc, ces deux parties, si vous voulez, représentent le noyau de l'application. Reste la dernière partie, qui est la partie persistance. La partie persistance, c'est les données. Les données, généralement, c'est les données permanentes du système. Euh, c'est les données, généralement, une base de données, par exemple. Une base de données. Hein. Il y a la partie logique de données, c'est-à-dire définir les différents accès à ces données, et la partie gestion des données, c'est les données en elles-mêmes. C'est-à-dire comment manipuler ces données en mise à jour, en suppression, etc. Voilà. Voilà donc les différentes parties ou bien les trois couches fonctionnelles d'une application. Après, c'est d'une manière générale, et après, la répartition de ces trois couches, hein, entre le rôle de l'utilisateur et le rôle du serveur, voilà, permet de définir l'architecture, hein, ou bien le type d'architecture utilisée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être les trois couches sur une seule machine, et donc ça sera mon nom, c'est-à-dire utilisateur. Ça peut être sur plusieurs utilisateurs, et dans ce cas, peut-être, ça peut être peer-to-peer, hein, et totalement distribué. Ça peut être une partie sur une partie, la machine cliente, et une partie sur le serveur. Et dans ce cas, on est en train d'utiliser une architecture client-serveur. D'accord? Voilà. Voilà, donc on a déjà expliqué ça. La couche présentation, qui représente bien sûr l'interface, représente l'interface de l'utilisateur et permet à l'utilisateur de dialoguer avec l'application. Traitement métier correspond à la mise en œuvre de l'ensemble des règles de gestion et de la logique de l'applicatif, c'est-à-dire, bien sûr, reçoit la requête, traite la requête et, bien sûr, joue le rôle entre l'interface de l'utilisateur et les données stockées ou bien les couches inférieures, hein, les couches persistantes, persistance de données. La dernière couche, persistance de données, correspond aux données, c'est-à-dire aux données réelles, aux données physiques, si vous voulez, qui sont destinées à être conservées, c'est-à-dire par le temps, être conservées par le temps, voilà. Cette couche intermédiaire qui est traitement métier ou bien service métier joue le rôle d'intermédiaire entre la présentation qui est l'interface et persistance de données qui est la base de données. Voilà, la base de données. Euh, la, la présentation représente l'interface, voilà, et à travers de cette couche, l'utilisateur peut dialoguer avec l'application. Traitement métier traite les requêtes, voilà, en accédant bien sûr à la couche inférieure qui est la couche de données, persistance de données. Et au niveau de la couche persistante de données, il y a uniquement les données stockées. D'accord. Maintenant, pour la première couche. La première couche, comme je vous ai dit, elle joue le rôle de l'interface en machine, si vous voulez. Hein. Elle joue le rôle de l'interface en machine. Voilà.
Et cette interface peut prendre c'est-à-dire de multiples façades. Qu'est-ce que ça veut dire multiples façades? C'est-à-dire, peut-être on utilise les mêmes traitements, mmh, mais avec plusieurs interfaces. C'est tout à fait normal. Peut-être vous développez, je vous donne un problème à traiter, voilà, et vous allez développer le système qui permet de traiter ce problème. Et à la fin, chacun de vous, donc, heu heu, c'est-à-dire, développe une interface différente à l'autre. Mais le fond c'est-à-dire de ce problème, le traitement de ce problème, est toujours le même. Je vous donne un exemple, par exemple, le système de distributeur de billets, hein, pour les banques, par exemple. Généralement, le système qui permet heu, de de faire, bien sûr, la distribution de billets, généralement, c'est-à-dire l'automate, heu, c'est-à-dire peut être, heu, différent, hein. L'automate utilisé peut être différent d'une banque à un autre, hein, mais les fonctionnalités offertes sont toujours les mêmes. Les mêmes services sont identiques. Voilà. C'est-à-dire fournir les billets, peut-être donner un extrait de compte, etc. Alors, les services toujours les mêmes. Mais l'automate, hein, on parle de design, de la conception, c'est toujours selon le développeur de l'application. Voilà, toujours on trouve plusieurs conceptions, donc plusieurs interfaces, voilà, différentes interfaces, mais les services sont toujours les mêmes. L'approche présentation, généralement, comme je vous ai dit, relayer, pardon, c'est-à-dire permet d'envoyer les requêtes de l'utilisateur à la couche métier. Voilà. Et en retour, lui présente les informations envoyées par les traitements de cette couche. C'est-à-dire, cette couche doit avoir les capacités suivantes. Permettre à l'utilisateur d'envoyer les requêtes, bien sûr, pour manipuler et avoir les services offerts par l'application. Et l'interface aussi doit être, bien sûr, c'est-à-dire capable à présenter le résultat du traitement, hein. Le résultat du traitement, selon, bien sûr, la requête envoyée par cet utilisateur, l'interface doit être capable de présenter le résultat du traitement, voilà, de cette requête. En général, donc il s'agit donc, d'un assemblage, de services métiers et applicatifs offerts par la couche inférieure. Voilà. 2e couche, traitement métier. Traitement métier, comme je vous ai dit, voilà, elle représente la partie fonctionnelle de l'application, voilà. C'est-à-dire, elle fait le traitement des requêtes utilisateurs, elle manipule les données, donc il y aura un échange entre, entre c'est-à-dire cette couche et les couches inférieures, voilà, pour traiter les données selon les requêtes utilisateurs, voilà. Et c'est cette couche doit être capable à dialoguer, voilà, avec c'est-à-dire la première couche, présentation, en recevant bien sûr les requêtes et en envoyant les réponses. En envoyant les réponses et le résultat du traitement, demandé par les requêtes utilisateurs. Appliquer au niveau de cette couche, on applique les différentes règles de gestion et de contrôle du système. Voilà, appliquer les différentes règles c'est-à-dire les programmes, hein. Voilà, en tout, le programme, voilà, les différentes procédures de traitement, vérification, contrôle, etc., doivent être, bien sûr, exécutées au niveau de cette couche. Voilà, et donc, pour fournir, c'est-à-dire les services, parce que cette application doit fournir les services, voilà, présentés dans l'interface de l'utilisateur. Donc, elle s'appuie cette couche pour fournir ses services, voilà, cette couche,
s'appuie sur les données du système, c'est-à-dire quand on dit les données du système, c'est-à-dire à travers les couches inférieures. Hein? Les couches inférieures, c'est-à-dire la couche persistante de données. Voilà. La couche persistance de données, voilà, en elle-même aussi, elle consiste en la partie gérant l'accès aux ressources de données. C'est elle qui représente la partie qui gère l'accès aux ressources. Les ressources sont des données, bien sûr, les données du système. Ces données peuvent être propres au système. Regardez, il y a peut-être une information en plus qu'on va voir ici. C'est-à-dire, ces données peuvent être gérées par le système lui-même, d'accord? Voilà, comme elle peut être gérée par un autre système, d'accord? Et ça se fait d'une manière transparente. Se fait d'une manière transparente par rapport, bien sûr, à l'utilisateur et même par rapport à la couche intermédiaire, hein, les services métiers. Par rapport à la couche, toujours on dit service métier parce que si vous voulez, soit, c'est-à-dire euh, traitement métier ou bien service métier, parce que c'est dédié à un type de système, un type d'application. Et l'application bien le système à développer va bien sûr va offrir des services, c'est ça. Les services sont traités au niveau de la deuxième couche intermédiaire. Et donc les données propres au système, ces données sont stables car destinées à durer c'est-à-dire dans le temps. Elles sont toujours stables. Voilà. Peut-être même, elle peut être peut-être modifiée périodiquement, mais c'est-à-dire dans des périodes très très longues. Voilà. Elle peut être conservée toujours sans modification. Elle peut être stockée sous forme d'un fichier texte, un fichier XML ou sous forme n'importe quelle forme d'une base de données. Les données aussi de cette couche, la dernière couche, elle peut être gérée par un autre système, d'accord? Par un autre système. Elles ne sont pas stockées par le système considéré, c'est-à-dire vous développez un système, mais vous utilisez un autre système, hein, les données d'un autre système. Elle s'appuie sur, par exemple, la capacité d'un autre système à offrir ces informations. Hein. Et dans ce cas, il faut bien sûr définir les règles de communication entre les données de votre système et les données de l'autre système, la disponibilité, les droits d'accès, etc. Parce que les données ne se trouvent pas au niveau de votre système, se trouvent et gérées par un autre système. Maintenant, voilà, on a généralement présenté les différentes ou bien les trois parties d'une application. Et comment représenter une application ou bien un système à développer. Voilà. Maintenant, on va entamer la partie architecture. La ce diapo présente l'architecture d'une application d'une manière générale. Une architecture réseau, pardon, une architecture d'une application réseau. Voilà. Donc, vous avez une architecture répartie. Donc, une architecture répartie peut être divisée en deux grandes parties, deux grandes classes. Architecture centralisée, architecture distribuée. Architecture centralisée, dans cette architecture centralisée, elle représente l'architecture client-serveur. Hein? Client-serveur, regardez, l'architecture centralisée. Donc, on est en train d'utiliser une architecture client-serveur. Mais quand on dit client-serveur, il y a plusieurs, c'est-à-dire types. Est-ce qu'on est en train d'utiliser uniquement l'architecture client-serveur, c'est-à-dire il y a uniquement deux entités,
un serveur et un client. Quand on dit un client, ça peut être un client, hein. Faites très attention. Mais on parle d'une manière, c'est-à-dire conceptuelle. Conceptuelle, il y a un serveur, il y a un client, c'est-à-dire, et l'application s'exécute dans les deux parties. Il y a une partie cliente, il y a une partie serveur. Si uniquement on utilise les deux entités, client et serveur, c'est-à-dire on est en train d'utiliser une application client-serveur de tierces. Regardez, deux tiers, bien deux tierces. D'accord? Deux tiers, c'est-à-dire il y a une couche client, voilà, bien cliente, il y a la partie serveur. Sinon, trois tiers. Trois tiers parce que peut-être il y a quelque chose intermédiaire, hein, peut-être hiérarchique. D'accord? Il y a aussi, on peut parler de un tiers. Vous pouvez développer une architecture client-serveur un tiers. Un tiers, c'est-à-dire deux, trois, quatre niveaux, voilà, entre le client et le serveur. La deuxième partie distribuée, c'est complètement distribué. On parle de la communication peer-to-peer. D'accord? On parle de la communication peer-to-peer. Dans cette architecture peer-to-peer, il y en a aussi plusieurs types. Par exemple, peer-to-peer hiérarchique, hein, peer-to-peer hiérarchique, voilà. Peer-to-peer hybride, hybride, c'est-à-dire il y a partie hiérarchique, partie complètement hybride. Et il y a sinon le troisième type, c'est peer-to-peer pur, c'est-à-dire complètement peer-to-peer. C'est-à-dire il n'y a pas la notion du serveur. Quand on dit hiérarchique, c'est-à-dire toujours il y a, peut-être on trouve une entité qui regroupe plusieurs parties. Les parties communiquent en peer-to-peer, hein. Il y a des groupes, par exemple. Un groupe communique en peer-to-peer, mais il y a le chef de groupe. Le chef de groupe relié avec les autres chefs de groupe. Voilà. Mais l'essentiel à l'intérieur du groupe, voilà, il y a la communication peer-to-peer. Mais quand on veut communiquer avec un autre groupe, on doit passer par le chef du groupe. Le chef du groupe ici représente, c'est-à-dire la partie hiérarchique. La partie hiérarchique. Peer-to-peer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion du chef. Tout le monde joue le rôle de client et de serveur. C'est d'une manière générale. Maintenant, on va vous présenter euh, les différentes architectures. Et en général, c'est l'architecture client-serveur, l'architecture distribuée, l'architecture un tiers. Un tiers, c'est une architecture client-serveur, mais on verra, c'est un type exceptionnel de l'architecture client-serveur. Donc, on va présenter les trois types d'architecture. L'architecture client-serveur, l'architecture, si vous voulez, distribuée, hein, bien l'architecture un tiers. Donc, on commence par l'architecture client-serveur, après l'architecture un tiers, et comme dernière partie, on présente l'architecture distribuée. Et donc, dans cette architecture client-serveur, on commence par cette problématique, c'est-à-dire pourquoi on développe une application client-serveur. Parce qu'il y a bien sûr un problème à traiter, un problème à traiter. Donc, il s'agit ici c'est-à-dire de permettre à des programmes, applications, bien entités logicielles, d'échanger d'informations entre plusieurs machines reliées par un réseau. C'est ça le problème, hein? Donc, vous avez un problème. Le problème, c'est quoi? Il faut développer une application qui permet à plusieurs utilisateurs reliés à travers le réseau de communiquer et de manipuler des données. Donc, ça peut être à large échelle comme Internet, ça peut être peut-être en local comme intranet, hein, comme intranet. Et je pense, vous faites la différence entre Internet et Intranet. D'accord? Une application nommée Intranet, par exemple.
Je vous donne un exemple. Internet, tout le monde savoir à grande échelle Internet. Être, qui est une application, tout le monde, selon bien sûr le droit, et Internet, normalement, l'application est disponible uniquement dans un endroit bien défini. Je vous donne un exemple. Par exemple, au niveau de WebZoar, on va implémenter une application intranet qui fonctionne uniquement au réseau local de l'ISTHB. C'est-à-dire, quand je suis connecté au réseau local de l'ISTHB, donc je peux accéder à cette application. Mais quand je rentre chez moi, hein, je ne peux pas accéder à cette application. Je ne peux pas accéder à cette application. Mais quand je suis à l'intérieur de WebZoar, je suis connecté au réseau local de WebZoar, l'application est disponible. Je vous donne un autre exemple. Généralement, les entreprises offrent euh, deux types c'est-à-dire si vous voulez, euh, de sites web. Hmm. Un site web, c'est-à-dire Internet, hein, Internet accessible à tout le monde et qui, bien sûr, euh, voilà, vise, c'est-à-dire le grand public, envoyer les données, publier les données, c'est-à-dire aux différents clients, etc. Il y a aussi un site web local, ce qu'on appelle donc intranet. Intranet, c'est destiné aux employés de l'entreprise. Peut-être des informations internes à l'entreprise qu'on doit publier, peut-être à travers intranet, un utilisateur, il peut par exemple consulter le timesheet, son timesheet. Le timesheet, c'est-à-dire le pointage, hein, mensuel, journalier de chaque utilisateur à travers le compte utilisateur. Chaque employé, il peut bien sûr consulter ses informations personnelles, demander par exemple un congé, solde, sans solde, envoyer une requête spéciale, etc. Peut-être des informations spéciales à envoyer aux employés. Donc, généralement, ces informations publiées localement et euh, cette application doit rester accessible uniquement en local. C'est-à-dire, si je suis connecté au réseau local filaire ou sans fil, je peux accéder à ces informations uniquement si je suis connecté au réseau local de l'entreprise. Mais quand, comme je vous ai dit, je suis en dehors de l'entreprise, hein, en dehors de l'entreprise, je suis euh, connecté à travers un autre réseau Internet, voilà, je ne peux pas accéder à ces informations. C'est ça la différence entre Internet et Internet. Il faut aussi, le problème, quand on traite une application client-service, donc il faut séparer les rôles, hein. Les rôles, c'est-à-dire les rôles de l'application. Voilà. Parce que certaines entités, c'est pour ça qu'on a commencé par la présentation des différentes couches, euh, services métiers, persistance de données. Voilà. Et dans ce cas, vous avez deux entités, client-serveur. Hein. Il faut décider, vous avez trois couches logiques de l'application euh, et vous avez deux entités, client et serveur. Donc, vous devez décider sur quelle couche, les trois couches, vous devez décider de les mettre, soit peut-être une partie sur le client, une partie sur le serveur, etc. Vous devez décider, vous avez trois couches et vous devez décider. Est-ce que vous mettez bon, l'interface client sur la partie client? OK. Bon, maintenant, service métier, la deuxième couche intermédiaire et la dernière couche de données. Vous pouvez les mettre sur le serveur, les deux. Comme vous pouvez, par exemple, mettre, bien sûr, la dernière couche de données sur le serveur, la couche intermédiaire, vous pouvez l'éclater en deux. Une partie sur le client, une partie sur le serveur. Voilà. Une partie sur le serveur. Voilà. Donc, quand on dit une partie sur c'est-à-dire vous pouvez euh, mettre une partie du calcul sur le client.
une partie aussi de traitement de vérification sur le serveur. Voilà. Donc, il faut séparer les deux. Parce que dans cette application, il y a certaines entités hein, qui fournissent des services, le calcul, le traitement de données, etc. Et certaines entités, comme je vous ai dit, souhaitent accéder à ces services hein, à travers l'interface. Voilà, elle peut bien sûr soumettre des requêtes, elle peut aussi faire des calculs et afficher les données. Et donc, vous devez décider dans l'architecture client-serveur, est-ce que vous clatez la deuxième couche service métier en deux parties, une partie sur le client et une partie sur le serveur, ou bien vous pouvez les mettre carrément les deux dernières couches au niveau du serveur. Voilà donc, pardon, voilà une définition de l'architecture client-serveur. Donc, l'architecture client-serveur, généralement, s'appuie sur un poste central, s'appuie sur une entité critique qui est le serveur. Hein, le serveur qui traite et envoie les données aux machines utilisateurs. Et donc, il y a plusieurs programmes qui s'exécutent par ce serveur. Donc, le serveur héberge les données, aussi exécute plusieurs traitements, hein, exécute plusieurs traitements. Voilà. Et à travers le client, hein, les différents clients, les clients exécutent un programme client. Généralement, peut-être, je vous donne juste un exemple. Par exemple, un client FTP, hein, client FTP, un client mail, par exemple, navigateur, parce que si on prend par exemple Gmail, ce qu'on utilise nous, c'est la partie client, mais la partie serveur se trouve au niveau du serveur, voilà, au niveau de serveur. Ah, mais tout est centralisé au niveau de serveur. Voilà. Donc, l'architecture client-serveur fait la distinction, si vous voulez, entre le rôle, bien sûr, les rôles, qui est le rôle du client et le rôle du serveur, d'un point, d'un point de vue matériel. Donc, il y a les machines clientes et les machines serveurs. Et d'un point de vue logiciel, il y a l'entité cliente qui représente l'interface et peut-être une partie du traitement et l'entité serveur, voilà, de l'application. Donc, quand vous développez client-serveur, vous devez développer une partie serveur et une partie clé. Généralement, la partie serveur, elle peut être généralement accessible en interface par qui? Hmm? Vous avez une application client-serveur, vous avez la partie cliente, donc qui représente l'interface, qui permet à l'utilisateur de dialoguer avec l'application, envoyer des requêtes et bien sûr recevoir les services ou bien les réponses, les résultats du traitement. Il y a aussi la partie serveur. Généralement, quand vous développez ce genre d'application, vous devez même développer une interface serveur. Mais quelle est l'utilité de ce serveur? Alors, on peut ne pas développer, hein, on peut ne pas développer une interface pour la partie serveur. Uniquement accès au serveur, traitement, c'est-à-dire par script, par ligne de commande, etc. Mais généralement, on développe cette partie. Cette partie est destinée à qui? Cette partie est une interface qui représente l'interface d'une application serveur. Est destinée à qui, à votre avis? Mhm. On ne dit pas une interface client parce que l'interface client a déjà son propre c'est-à-dire interface. Hmm? Pardon? Hmm? À les admins. OK, très bien, très bien.
Très bien. Donc, est destiné aux administrateurs. Voilà, c'est ça. Ça. Donc, cette partie est destinée aux administrateurs. Très bien. Donc, les interprétations matérielles et logicielles sont souvent liées à une application client-serveur et bien sûr euh, communément réparties sur plusieurs machines connectées par un réseau. Maintenant, c'est quoi un serveur? Un serveur, on ne parle pas de l'entité physique. Hein, l'entité physique, bien sûr, c'est une machine. Ça peut être pas uniquement une seule machine, ça peut être un cluster, hein, c'est-à-dire un ensemble, un groupe de serveurs, parce que pour, bien sûr, garantir la redondance. Donc, un serveur est un programme hein, qui offre un service sur le réseau. C'est ça le serveur. Hein. Vous avez un serveur, donc vous devez développer un programme qui offre un service ou bien plusieurs services à travers un réseau. Donc, il est accessible par plusieurs utilisateurs. Le serveur, dans ce cas, reçoit les requêtes, traite les requêtes et envoie les résultats au demandeur. C'est ça. Hein. Une requête, généralement, est un appel de fonction. La réponse éventuelle pouvant bien sûr être synchronisée ou bien asynchrone. Voilà, ça dépend du traitement de l'application. Soit on traite, c'est-à-dire en mode synchrone ou asynchrone, les, euh, les, les, euh, les demandes, bien les requêtes des utilisateurs, bien des clients. Hein. Synchrone, c'est-à-dire il faut que l'utilisateur et le client doivent être d'abord synchronisé. Voilà, je suis là, etc. Allez-y, envoyez la requête. Voilà, je suis prêt donc à recevoir la requête. Ah, là, j'envoie la requête, le serveur traite la requête et envoie la réponse. C'est ça la synchronisation. Sinon, on traite en offline. En offline, c'est-à-dire est-ce que le serveur, soit le serveur est disponible ou n'est pas disponible. La disponibilité ici, pas forcément il est déconnecté, mais ça peut être il est connecté, mais il est en train de faire autre chose. Le client peut envoyer donc la requête. Le serveur, c'est-à-dire il y a peut-être un autre traitement, un autre programme qui traite la requête, c'est-à-dire il reçoit les requêtes et les met dans une file d'attente en attendant que d'autres programmes traitent les requêtes. C'est ça en mode asynchrone. Voilà, c'est-à-dire pas forcément en synchronisation. Aussi, donc, euh, c'est-à-dire il y a quand même un dialogue entre le serveur et le client, donc c'est-à-dire à travers, c'est-à-dire un appel de fonction, un appel de fonction à travers des arguments et bien sûr les réponses sont énoncées dans un protocole. D'ailleurs, il faut toujours, c'est vrai qu'on est en train de faire une communication client-serveur, l'infrastructure, elle est déjà développée par les responsables des réseaux, c'est-à-dire le réseau, il fonctionne, la couche réseau, elle est fonctionnelle, d'accord? Donc, la communication entre les machines et le serveur, il n'y a aucun problème par tes réseaux, mais nous, on est en train de développer au niveau applicatif. Donc, on fait abstraction à la partie réseau. Le réseau est déjà développé et fonctionnel. Voilà. Mais la communication entre les deux entités, client et serveur, se fait à travers, bien sûr, un protocole. Et le développement ici, toujours, on doit, à la fin, c'est-à-dire, à la fin, on va discuter comment, c'est-à-dire mettre en application l'architecture client-serveur. D'accord? Euh, Parce qu'il y a peut-être, est-ce qu'on va manipuler, c'est-à-dire le niveau bas, c'est-à-dire on fait la programmation purement réseau. Oui, on peut faire, mais peut-être ça sera quand même, comment dirais-je, c'est peut-être euh, plus ou moins difficile et prend beaucoup de temps. Ou bien, on utilise autre chose en intermédiaire qui fait, c'est-à-dire en abstraction, les couches inférieures, couches réseau, couches macro, couches physiques, etc. Et nous, on est en train de manipuler quelque chose hein, qui joue le rôle d'interface entre le réseau et l'application.
On verra ça par la suite. Et vous allez, bien sûr, dans le TP, faire tout ça. Faire tout ça. Il y a des exercices sur ça. Euh, Bien sûr, le terme serveur s'applique à la machine sur laquelle s'exécute le logiciel serveur, c'est clair. Voilà. Et le serveur, bien sûr, pour pouvoir offrir les services en permanence, le serveur doit être, bien sûr, sur un site, c'est-à-dire disponible d'une manière permanente. D'une manière permanente, pardon. Concernant le client, bien sûr, c'est une partie, c'est un programme qui s'exécute par la partie client, qui s'exécute au niveau de la machine cliente, qui permet bien sûr de manipuler, d'utiliser les services offerts par le serveur. Le client, bien sûr, à travers de ce programme, bien cette application cliente, doit être capable d'envoyer et recevoir les réponses, voilà, du serveur. Il peut être aussi accordé par une liaison temporaire. C'est clair. C'est une liaison temporaire. Ça dépend, tout dépend de l'application. Hein. C'est-à-dire la durée de liaison, c'est tout dépend de l'application. Est-ce que ça sera une liaison permanente, bien une liaison temporaire, etc. C'est selon le service offert par l'application. La partie client, généralement, euh, interagit généralement directement avec l'utilisateur et offre ce qu'on appelle donc l'interface homme-machine. Interface homme-machine. Voilà. Et le reste. Aussi, dans cette architecture, il n'y a pas uniquement, dans cette architecture client-serveur, il n'y a pas uniquement la partie client et la partie serveur, mais il y a aussi ce qu'on appelle la communication. C'est quoi donc, EHM, EHM, c'est interface homme-machine. D'accord? C'est une abréviation homme-machine. D'accord? Interface homme-machine, si vous voulez. Hein. Voilà, interface homme-machine. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle cette liaison entre le client et le serveur, ce qu'on appelle la communication. La communication, bien sûr, se base sur un support physique, se base sur un support physique. Nous, c'est-à-dire, il faut que le support physique, bien sûr, soit disponible, voilà, pour que la communication peut avoir lieu entre le serveur et le client, sinon on ne peut pas, voilà. Mais aussi, il faut que euh, le développeur, c'est-à-dire veut, nous ou vous, c'est-à-dire on doit définir, c'est-à-dire le type de communication entre le client et le serveur. Ouais. Et donc, les services donc, Internet sont conçus selon cette architecture client-serveur. Voilà. Chaque application est composée de logiciels serveur et logiciels client. Un logiciel serveur peut correspondre à plusieurs logiciels. Voilà. Pour plusieurs logiciels clients, bien sûr, développés dans différents environnements. Regardez, un environnement, c'est un environnement Unix, Mac, Windows, etc. Voilà. La seule obligation est le respect du protocole entre les deux processus de communication. C'est ça le plus important. Et malgré que les, les parties clientes est développées sur plusieurs environnements, mais il faut toujours la partie client, quel que soit l'environnement utilisé, doit respecter le protocole de communication, bien le processus de communication entre le client et le serveur. Généralement, les protocoles de communication sont décrits dans un RFC, hein, c'est-à-dire quand on dit RFC, c'est-à-dire le standard, un standard décrit, c'est-à-dire les protocoles de communication entre le client et le serveur.
Voilà, donc la caractéristique, comme caractéristique de cette architecture, il y a le serveur et il y a le client. Mais quelles sont les caractéristiques en général de ce serveur et de ce client? Généralement, le serveur, on peut dire que c'est une entité passive, hein, une entité passive qui reste toujours, peut-être, fonctionne de manière permanente et reste toujours en attente de recevoir des requêtes de l'utilisateur. Il est toujours en écoute, d'accord? Il est toujours en écoute. Il est toujours prêt à répondre aux requêtes des clients. C'est-à-dire, il réagit quand il reçoit une requête. Il traite, bien sûr, il lance le traitement spécifique à la requête reçue. Par contre, le client, c'est une entité active. Une entité active parce que c'est le premier, c'est lui qui initie c'est-à-dire le traitement. Selon c'est-à-dire le client, la demande du client, la requête du client, voilà, le serveur va réagir. Voilà. Donc, il envoie la requête au serveur et attend, voilà, pour recevoir les réponses. Le client et le serveur doivent utiliser le même protocole. Un serveur peut répondre à plusieurs clients, bien sûr, simultanément. Voilà, le serveur doit être capable de répondre, voilà, à plusieurs requêtes en même temps. Voilà. Avantages et inconvénients, je pense, voilà, quand même, les 9h33. Voilà. Avantages et inconvénients, c'est-à-dire on va l'expliquer la semaine prochaine, enfin la prochaine séance, pardon. Et aussi, voilà, les inconvénients et aussi, c'est-à-dire la mise en œuvre de l'architecture client-serveur. Comment mettre en application cette architecture client-serveur? C'est à travers soit les sockets, comme je vous ai dit, donc manipuler les protocoles TCP et UDP, et vous avez aussi des exercices typiques pour faire ça, soit à travers donc ce qu'on appelle les RPC, c'est Remote Procedure Call, Remote Procedure Call, qui permet d'utiliser d'autres couches intermédiaires. Voilà, on va discuter tout ça la prochaine séance. Donc, si vous n'avez pas de questions, on se verra enfin, la prochaine séance. On n'a pas de questions? Ok, très bien. Très bien. Bon courage. Ouais, bon courage. Au revoir.